Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de C'est à vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé. Chloé, tu es médium thérapeute. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors Oui. Chloé, beaucoup de personnes aujourd'hui ont peut-être l'impression d'être émotionnellement épuisées. J'avais envie de parler de ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Ces personnes épuisées, elles sont épuisées comme si elles absorbaient peut-être trop de choses sans vraiment réussir à retrouver un équilibre intérieur. Et du coup, je voulais te poser cette question. D'après toi, pourquoi autant de personnes aujourd'hui semblent en souffrance émotionnelle ou en perte de repères? Je pense que c'est un tout de par le fonctionnement de notre société actuelle où on est déjà très stimulé chaque contenu, on va dire, qu'on consomme vient déclencher aussi des émotions ou transmettre des émotions, hein. On dit on est la somme de toutes les choses dont on se nourrit et que ce soit au niveau alimentaire ou voilà, au niveau culturel, ce qu'on regarde sur les réseaux, à la télé, etc. Donc chaque chose déjà que l'on va observer et regarder va nous transmettre une émotion. Si on n'a pas cette notion-là en tête et la faculté soit de s'en protéger, soit de le comprendre et du coup de l'évacuer rapidement, déjà on emmagasine énormément d'émotions juste par déjà le contenu qu'on consomme, les médias et toutes les news aussi, hein, qui peuvent parfois énormément peser. Et à côté, on a également le stress et l'anxiété qui est un peu la maladie de cette génération et de ces dernières années, qui vient rajouter à cela, hein, les difficultés financières et autres, donc qui viennent également produire des émotions parfois qu'on a du mal à gérer. Et c'est surtout dans, on va dire, le système éducatif et sociétal actuel où on est beaucoup dans l'énergie masculine, hein, et l'énergie masculine qui est beaucoup dans l'action, dans la motivation, dans la détermination, dans l'énergie de mouvement. Et on vient ne pas être à l'écoute, ne pas éduquer aussi les personnes à apprendre à écouter leurs émotions. Donc ça aussi, ça vient en compte aussi où on vit les émotions, mais on ne les accueille pas, on ne les écoute pas et ça ne nous permet pas de venir avoir l'information liée à cette émotion. Et donc, si l'information elle n'a pas été comprise, l'émotion elle reste là et on emmagasine énormément de choses à l'intérieur du corps et c'est comme ça qu'on arrive parfois à ce qu'on appelle de la psychosomatisation, c'est-à-dire que ça vient se répercuter également dans le corps. Et puis, dans cette problématique de ne pas apprendre à écouter ses émotions et à comprendre comment notre corps émotionnel fonctionne, on a les empathiques, ceux qui vont avoir tendance également à ressentir fortement les émotions des personnes qui les entourent. Et ça, d'autant plus avec le côté sociable de l'humain qui est au contact d'autres humains de manière récurrente, on peut avoir beaucoup de mal aussi à discerner quelle est l'émotion qui nous appartient et quelle est l'émotion là qu'on a un petit peu, on va dire, aspirée de la personne qui travaille à côté de nous ou de la personne avec qui l'on vit, par exemple. Et ce qui fait que, encore une fois, on emmagasine également des émotions qui ne sont pas à nous, mais qui viennent de l'extérieur. Et tout ça, si on n'a pas appris à écouter ses émotions et puis un petit peu à faire le tri comme on viendrait faire le tri ou le ménage dans sa maison, il faut régulièrement se poser et se dire, bon, alors là, je vais faire un petit ménage émotionnel. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, et du coup, en gardant uniquement ce qui m'appartient, voir ensuite quelles informations ça me donne pour dire, voilà, l'information a été donnée, maintenant l'émotion, je peux la libérer et j'évite de la garder pour moi et en moi comme un poids, en fait, hein. Donc, il y a des techniques là-dessus, notamment ce qu'on va appeler la méditation, la pleine conscience, mais aussi moi, une technique que je fais presque tous les jours, hein, c'est la douche ou le bain. Voilà. La technique du nettoyage par l'eau est très, très efficace pour déjà se dire, je nettoie toutes les émotions accumulées de ce que j'ai vu sur les réseaux, à la télé et de ce que j'ai pu aussi emmagasiner des émotions des autres.
pour ensuite, en sortant de la douche, dire bon bah là, il me reste que mes émotions à moi. Bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Donc ça marche plutôt bien. Est-ce que tu accompagnes justement ce type de personnes-là qui se sentent un petit peu déroutées, qui ne savent pas quoi faire avec leurs émotions? Oui, oui, complètement. Déjà dans l'apprentissage de l'écoute des émotions et de savoir aussi mettre des mots dessus parfois et comprendre que même si on les écoute pas, elles sont toujours là et elles nous impactent et elles impactent aussi nos comportements au quotidien et c'est là où elles peuvent nous créer également des blocages parce que ça peut être de la peur qui nous empêche d'avancer vers là où on serait le plus épanoui, par exemple, ou de faire des choix et de prendre des décisions qui seraient les meilleures pour nous, en fait. Hein. Donc, moi, j'accompagne vraiment là-dessus, grâce notamment et à travers les cartes, à venir aider la personne en face de moi à identifier les émotions qui sont présentes et comment elles peuvent les freiner au quotidien pour déjà, la première étape, en avoir conscience, c'est déjà la plus grosse des étapes. Et ensuite, donner des conseils pour la suite, pour venir mettre en place des petits changements au fur et à mesure qui permettent d'améliorer la compréhension de soi et du coup aussi d'améliorer le quotidien puisque ça va venir changer notre façon de nous comporter également pour ne plus répondre inconsciemment au niveau comportemental à des émotions en fait, puisque les émotions ont des informations mais sont parfois aussi liées à des peurs ou à des traumatismes qui viennent se redéclencher en fait. Hein. Quelles sont les problématiques que tu vois le plus souvent? Quelles sont les problématiques qu'ont les personnes que tu accompagnes le plus souvent? Parce que j'imagine que les personnes viennent te voir et ne te disent pas, voilà, j'ai des problèmes avec mes émotions. Elles viennent avec une problématique particulière. Voilà ma question du coup. Quelles sont les typologies de personnes que tu accompagnes le plus? Alors c'est vrai que j'ai plusieurs typologies de personnes, mais on dit souvent entre médiums, on attire à soi aussi des personnes qu'on est capable d'aider par rapport à notre propre vécu. Donc moi, je rencontre beaucoup de personnes par rapport à la personne que j'étais avant de faire ce métier et avant de faire mon propre réveil, et par rapport à ce que j'ai vécu, des personnes qui vont avoir des situations de burn-out ou des situations très complexes au niveau relationnel. Et en fait, on va venir identifier tout. On va partir d'une problématique actuelle à l'instant présent pour venir identifier finalement les émotions, mais aussi les schémas de comportement ou les schémas de pensée qui ont nourri cette problématique ou qui ont créé aussi cette problématique. Et ensuite, j'aime bien remonter dans le temps pour aller voir à quoi c'est dû et à quel traumatisme dans l'enfance. Voilà, ça peut être des fois des événements anodins, ça peut être aussi l'éducation, ça peut être voilà tout ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire on reproduit finalement des schémas de comportement ou des schémas de pensée de nos propres parents, qui l'ont parfois reproduit de leurs propres parents. Et donc, on vient identifier d'où ça vient pour mieux le comprendre et ensuite modifier les choses. Donc, c'est beaucoup de personnes qui vont être énormément, justement, dans le manque d'écoute de leurs émotions, dans le manque de compréhension de leurs émotions, qui vont être beaucoup, beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'exigence personnelle, de la culpabilisation, parfois de l'autocritique, de l'auto-jugement très fort aussi. Euh, et généralement, pour la plupart, on vient remonter aux générations d'il y a un siècle qui ont connu les guerres et qui étaient que dans un mode survie finalement. Donc, ils ne pouvaient pas prendre le temps d'écouter leurs émotions, etc., puisque là, ils étaient que dans le mode survie, dans le mode peur, et du coup, dans le mode plutôt action pour voilà, fuir la peur, se protéger du danger. Et ça s'est inscrit, on le voit même au niveau cellulaire, hein, dans les ADN. Et ce qui fait que les générations d'aujourd'hui sont beaucoup amenées, alors ça va de tous les âges, hein, mais j'ai beaucoup, on va dire, entre 40 et 70 ans principalement, qui sont amenés à libérer en fait ces schémas de comportement dus à un mode survie. Et on vient juste maintenant prendre conscience de ces modes-là qui ont été transmis de génération en génération, mais qui sont plus forcément utiles aujourd'hui. Donc on a beaucoup je vais avoir beaucoup de personnes qui sont à deux doigts de faire un burn-out, qui ont choisi une voie professionnelle, pas forcément par
cœur ou par passion et qui aujourd'hui se posent la question d'une reconversion, par exemple, ou qui se sont parfois sacrifiés ou oubliés au sein de relations. On a ici beaucoup de personnes qui ont des difficultés à poser leurs limites, justement, parce que on est surtout sur les femmes, il y a une forme de formatage d'avoir été mise au service des autres, hein, dans cette énergie maternelle, mais qui n'est pas quand elle n'est pas équilibrée, quand elle n'est pas juste pour la personne, et dans le trop et dans le sacrifice vis-à-vis des autres, voire même dans la soumission, et ce qui crée ensuite des situations où on attire aussi, en tout cas ces personnes attirent à elles des personnes qui vont plutôt prendre une position de domination. Donc voilà, c'est un petit peu on va dire les typologies, les problématiques qui ressortent le plus souvent, hein. Voilà. Alors, tu disais tout à l'heure, tu attires à toi les personnes forcément que tu es en capacité d'aider. Euh, et en fait, c'est comme tu étais avant ton éveil, justement, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette voie? Et qu'est-ce qui t'a éveillé peut-être? Alors moi, j'étais photographe dans la mode et j'ai fait un burn-out. Il y avait vraiment plein d'éléments qui n'allaient plus. Bon, j'ai subi du harcèlement au travail. Et il y avait cette idée de productivité, en fait, qui était énormément présente aussi, hein. Donc, il y avait un côté très déshumanisé également dans la manière de traiter les gens, dans la manière de traiter les mannequins, par exemple. Et c'était toute ces valeurs-là qui ne correspondaient plus à mes valeurs à moi et qui n'étaient plus alignées. Mais j'ai voulu forcer parce que je gagnais bien ma vie et c'était un travail stable. Donc, voilà, j'ai continué jusqu'à un point de non-retour. Et en fait, donc ça, c'est arrivé à mes 25 ans. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que depuis toujours, moi, j'avais été et j'avais fonctionné en mode survie depuis ce qu'on appelle les mémoires cellulaires et depuis le ventre de ma mère, puisque faut savoir que moi, j'ai un grand frère qui est handicapé. Et donc, du coup, quand mes parents ont décidé de m'avoir, il fallait pas que je gêne et inconsciemment aussi, ils m'ont éduquée d'une manière à ce que je sois un peu une aidante dès le début. Et c'est ça qui fait que j'étais beaucoup dans l'action, dans le fait de donner aux autres, dans une recherche aussi de perfectabilité, ou en tout cas de toujours donner plus, plus, plus aux autres, et en pensant que ça faisait de moi une bonne personne, mais ce qui fait que j'avais aucune écoute de mes émotions et que j'avais aucun équilibre entre le donner et le recevoir finalement aussi. Ce qui m'a fait donc ne pas écouter mes émotions au niveau professionnel, et ce qui m'a fait aussi me poster en posture de soumission au niveau personnel. Donc, il y a eu du harcèlement au travail, mais j'ai aussi été en couple avec quelqu'un qui a été violent avec moi, psychologiquement au début, puis physiquement vers la fin. Et en fait, toutes ces expériences jusqu'à mes 25 ans se sont accumulées pour venir faire la cocotte minute qui explose à 25 ans et le burn-out. Et en fait, où là, pour moi, le burn-out, ça a été vraiment toutes les émotions que j'avais enfermées dans une boîte, et la boîte a explosé. Et là, j'avais plus le choix que d'accueillir les émotions et de venir les écouter et les trier au fur et à mesure d'une thérapie. Et en fait, en débloquant mon féminin et ma connexion à mes émotions, ça a aussi développé mon intuition, en tout cas débloquer mon intuition plutôt, et ce qui fait que là, toutes mes capacités médiumniques se sont révélées d'un coup, enfin voilà, au fur et à mesure quand même du processus de tri des émotions. On va dire que c'est comme un grenier où j'avais entassé plein de trucs. Au début, j'ai ouvert la porte, tout m'est tombé dessus, et puis après, en triant les émotions, au fond, j'ai trouvé mon intuition. Et j'ai découvert grâce à la rencontre d'une médium, tout ce domaine-là, le domaine de la guidance, des soins énergétiques, qui m'a énormément aidée personnellement, moi, dans mon processus thérapeutique. Et ensuite, je me suis dit, j'ai les capacités de le faire pour les autres, alors go, et on y va, parce que c'est au fond tout ce que j'ai voulu faire, aider les autres, mais je le faisais de manière déséquilibrée. Et là, maintenant, je le fais d'une manière beaucoup plus alignée et beaucoup plus saine. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à faire ce métier-là. Donc après, voilà, j'ai commencé par des tirages de cartes qu'on appelle la guidance, hein, qui est vraiment sur un aspect thérapeutique. Et ensuite, je me suis formée en tant que thérapeute en TCC, donc c'est thérapie cognito-comportementale. C'est le lien
entre les traumatismes et ce qui se code au niveau cognitif et du coup les comportements qui en résultent. Comment le cerveau va ensuite assimiler une expérience traumatique et créer un système d'alarme qu'on appelle la peur intérieure et qui va venir impacter nos comportements et comment se défaire de ce schéma répétitif qui n'est pas forcément positif pour nous et recréer un schéma de comportement plus positif, plus sain. Donc voilà, tout le processus pour en arriver là. Et du coup, oui, attirer des personnes à moi qui ont connu voilà, parfois des conjoints un peu violents ou qui ont tendance à s'oublier au sein de leurs relations. J'aide aussi énormément, que ce soit des enfants ou des adultes, on va dire neuroatypiques. J'ai moi-même été diagnostiquée HPI et donc je vais rencontrer des HPE, donc au potentiel émotionnel, des HPI, au potentiel intellectuel, mais aussi des personnes autistes avec ma sensibilité aux personnes handicapées et le fait que j'ai toujours grandi en contact avec des personnes handicapées, ça me permet vraiment de pouvoir les accompagner aussi. Ou alors des enfants qui vont être TDAH, etc., et qui vont avoir des difficultés, par exemple, au niveau scolaire. Ça peut m'arriver également. Donc, il y a cette partie-là, il y a cette partie où j'ai vécu voilà, du harcèlement et où ça m'a aussi permis de tirer des leçons et d'aider des personnes qui ont pu vivre ce même type de situation. Donc, ça vient travailler à la fois sur sa confiance en soi et sur nos dynamiques relationnelles. Et puis voilà, des personnes qui rencontrent aussi parfois des burn-out ou des situations compliquées voilà, d'un proche qui est malade, etc. Et de comment gérer ce genre de situation. J'ai beaucoup de mamans aussi que j'accompagne à équilibrer justement leur manière de donner, qui ont parfois tendance beaucoup à s'oublier pour leurs enfants, pour la famille. Et donc, je leur apprends à doser finalement pour trouver le juste équilibre qui soit beaucoup plus sain et apaisant pour elles. Et pour terminer cette mise en lumière, cette vidéo, est-ce que tu pourrais nous dire, pour les personnes qui se sentent un petit peu perdues, qui s'écoutent pas suffisamment et qui regardent ta vidéo, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je pense il est déjà très important de ne jamais rejeter ses émotions et de se prendre des moments pour pouvoir les accueillir. Et l'écriture fonctionne très bien là-dessus aussi. Parfois, juste en écrivant ce que l'on ressent et en relisant, on vient comprendre beaucoup plus comment on fonctionne. Euh, et parfois, juste des petits conflits, des petites problématiques viennent se défaire tout naturellement rien que par cette compréhension et cette écoute de soi. Il faut pas oublier que la société a tendance à nous faire croire que si on pense trop à soi, on est égoïste. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, l'égoïsme, ce n'est pas penser à soi, c'est vouloir que l'autre pense à soi avant lui-même. Donc, vous pouvez attendre des autres qui s'occupent de vous, mais la personne qui peut le mieux vous rendre heureux, c'est vous-même. Et c'est pour ça qu'il est important de s'écouter soi principalement. Et ça vient aussi jouer sur la qualité de ce que l'on donne aux autres. J'ai toujours, si votre batterie, elle est vide, si vous n'êtes pas bien intérieurement, vous n'êtes pas nourri, vous n'êtes pas en joie, comment vous pouvez aider et donner de la joie aux autres. Il faut d'abord s'autoriser à rayonner pour pouvoir ensuite transmettre de la lumière aux autres. Donc, c'est important de toujours se donner à soi en priorité. Et une fois que notre batterie elle est chargée à bloc, on peut en donner aux autres. Et donner aux autres ce que l'on a finalement, entre guillemets, en trop. Merci beaucoup, Chloé, pour ce magnifique témoignage. De rien, avec plaisir.